milieu de millions, de milliards de collisions. Alors comment on le reconstitue? On savait que cette particule donc, pouvait se désintégrer en deux photons, on ne savait pas quelle était la masse, et donc pour ça on remonte à la masse de la particule parente qui s'est désintégrée dans les 2 gammas observés dans cette collision, et on fait le spectre de masse de toutes les collisions et de tous les parents de 2 photons produits dans toutes les collisions observées. On avait observé des millions de milliards de collisions. Dans certaines, on voyait 2 photons. On arrivait à reconstituer la masse de la particule parente des 2 photons et on faisait l'histogramme, le spectre de ces particules parentes. Alors vous voyez qu'on a beaucoup de parents qui ne sont pas associés à une particule qui sont le bruit de fond, photon-photon, qui est décrit par le modèle standard parfaitement, par cette courbe jaune qui passe à travers tous les points noirs. Et en plus de ce fond continu qui était prévu par la théorie, de collisions dans lesquelles on produit 2 photons sans qu'ils viennent d'une particule parente, en plus de ce bruit de fond, on voit une bosse. Cette bosse elle est très claire statistiquement, et cette bosse ici apparaît à 126 GeV, et le modèle standard est capable de prédire si le boson de Higgs a 126 GeV, on ne savait pas quelle masse il avait, mais s'il avait 126 GeV, le modèle standard pouvait prédire quelle était l'abondance du signal attendu pour la désintégration du boson de Higgs en 2 gamma. Et vous voyez que le modèle standard, à ce moment-là, s'il y a un boson de Higgs de 126 GeV, il prédit une courbe qui passe parfaitement par la petite bosse qui est prédite ici. Et on pouvait montrer que la probabilité que le bruit de fond soit dû à une fluctuation, que la bosse soit due à une fluctuation du bruit de fond, cette probabilité à 126 GeV avec les données observées était d'une chance sur 1 million, voire sur 1 milliard, parce qu'on avait vu également dans un autre canal, à 4 électrons, 4 muons, ou 2 électrons, 2 muons, on voyait aussi un signal du même genre, à 126 GeV, un peu moins fort, mais la combinaison de 2 signaux vus par 2 expériences différentes, CMS et Atlas, faisait que le total, c'était une chance sur 1 milliard que le bruit de fond ait pu fluctuer. Et donc, dans ce cas-là, on pouvait dire qu'on avait réellement vu une nouvelle particule qui semblait avoir bien les caractéristiques attendues du boson de Higgs, puisque le modèle standard reproduisait exactement ce qu'on attendrait si la masse était 126 GeV. 2 canaux, donc les canaux à 4 particules qu'ils ont montrés ici, et le canal à 2 photons, semblaient indiquer une particule à 126 GeV. Depuis, les données se sont accumulées, ça c'était le 4 juillet 2012, on a tourné jusqu'à fin 2012, et depuis la machine est arrêtée pour essayer de doubler l'énergie du LHC, hein, elle devrait redémarrer en 2015 à 2 fois l'énergie, et tourner jusqu'en 2030. Hein. Vous voyez la durée de cette aventure, hein, ça va durer jusqu'à 2030. Et on commence déjà à réfléchir à la machine qui pourrait succéder maintenant au LHC à l'horizon 2040. Donc vous voyez, fin 2012, les données accumulées. On voit maintenant dans le canal à 4 électrons ou 4 muons ou 2 électrons de muons, un pic à 126 GeV qui devient significatif. Ici vous avez le pic du Z0 hein, qui est bien connu. Ici vous avez le canal 2Z qui commence à s'ouvrir à partir de là. Et entre les deux, donc tout ça c'était bien prédit, vous avez ce pic en jaune qui correspond bien à ce qu'on attendrait d'un boson de Higgs à 126 GeV. Avec cette détection en 4 électrons, 4 muons, ou 2 électrons de muons. Ça c'est pour CMS et ça c'est pour Atlas. Et depuis on a encore plus analysé les données, et vous voyez ce signal en 4 électrons, 4 muons, ce signal en 2 photons de manière très claire, et maintenant on voit également le boson de Higgs se désintégrer en 2W, 2Z, ou bien 2 leptons tau, ou bien 2 quarks B, tout ça avec des probabilités qui collent bien avec ce qu'on attend du boson de Higgs, c'est-à-dire un couplage, une probabilité de désintégration qui est proportionnelle à la masse. Donc tout a l'air maintenant de se mettre en place, ça c'est les derniers résultats présentés à la conférence de cet été. Tout se met donc en place, et bien entendu, lorsque les premières indications de ce signal sont apparues, vous voyez l'enthousiasme des physiciens. Bien sûr, ce qui motive les gens, c'est la passion, hein, pendant toutes ces années, ces longues années, ces 20 ans qu'il a fallu pour arriver à cette découverte. Il faut de la passion et il faut un peu tous les métiers, parce que c'est quand même très complexe. Hein. Il y a à la fois la machine qui est très complexe, je vais revenir dessus. Donc comme je vous l'ai dit, c'est
un emboîtement de l'accélérateur. On part de la bouteille d'hydrogène ou bien du plomb. D'abord dans un premier accélérateur qui va jusqu'à 2 GeV, 2 gigaélectronvolts, 2 milliards d'électronvolts, qui tiendrait dans cette salle. Ensuite, 26 GeV, c'est les 600 mètres de circonférence, c'était la machine des années 60 et 70. Ensuite, les 400 GeV, 400 gigaélectronvolts, 400 milliards d'électronvolts, 6 km de circonférence. Et ensuite, dans les deux sens, vous avez dans le LHC qui fait 27 km de circonférence. Tout ça, c'est une série de machines qu'il faut contrôler en synchronisation, avec des milliers d'aimants. Et puis donc les 4 détecteurs qui sont donc ça c'est le LHC, c'est la lampe, hein, et les 4 détecteurs qui sont les grands appareils photo de la vision augmentée, qui contiennent des millions de pixels, des dizaines de milliards de pixels, au rythme de 1 milliard de collisions par seconde. Donc le LHC, c'est des champs magnétiques très intenses, 8 Tesla, qui sont des aimants supraconducteurs qui baignent dans l'hélium superfluide, dans lequel passent une dizaine de milliers d'ampères de courant. Et il ne faut pas que le conducteur passe à l'état résistif, parce que s'il passe à l'état résistif, vous déposez la chaleur de l'effet Joule lié à ces grands courants, et vous faites passer toute la machine à l'état supraconducteur. Il y a eu un incident de ce genre-là en 2008, qui nous a retardé 2 ans, et qui était lié aux soudures entre donc les interconnects, les connexions entre les aimants. Les aimants font 10 mètres de long, et entre 2 aimants, il y a des soudures, et ces soudures avaient un tout petit peu de résistivité, et ça, c'était suffisant pour faire passer une trentaine d'aimants, donc sur 300 mètres, à l'état résistif, et créer des dommages pour lesquels il a fallu 2 ans de réparation. Ça a été une longue aventure de mettre au point ces aimants de 8 Tesla refroidis à l'hélium superfluide. Le CERN a commencé par faire un aimant d'1 mètre. Ensuite, il a associé des industriels qui ont envoyé des gens pour venir travailler ensemble, encore une fois sur un mode d'innovation ouverte, sans brevet. Ensuite, les industriels, on leur a demandé de fabriquer des aimants d'1 mètre. Ensuite, on leur a demandé de fabriquer des aimants de 10 mètres. Et ensuite, on a fait un appel d'offres au mieux 10 ans, et non pas au moins 10 ans, mieux 10 ans, pour fabriquer l'ensemble de la machine. Donc c'est une aventure qui a lié à la fois des scientifiques et des industriels. C'est pour ça que je disais que ce modèle-là pourrait servir pour d'autres aventures technologiques liées aux problèmes de la planète. Donc il y a aussi des cavités accélératrices. La puissance électrique est de 120 MW lorsque tout fonctionne. Essentiellement, ce qui coûte en énergie, c'est le refroidissement à l'hélium superfluide. Mais si on avait des aimants résistifs, ça serait beaucoup plus, ça consommerait beaucoup plus. Donc la superfluidité, dans le fait qu'on arrive à des résistances nulles, lorsqu'on refroidit les conducteurs, nous permet de dépenser beaucoup moins d'énergie et d'avoir une puissance électrique beaucoup plus faible. Bon, défi également, donc il y avait le défi des aimants, défi pour le traitement des informations, hein, 1 milliard de collisions par seconde et des millions de pixels. Il a fallu mettre en réseau tous les ordinateurs du monde entier, couplés par des fibres optiques à très haut débit, pour qu'on ait une espèce de supercalculateur qui soit en fait un réseau de calculateurs. C'est un peu l'ancêtre du cloud computing. On a appelé ça la grille de calcul, mais c'est un cloud computing à l'échelle de la planète. Et donc on a des calculateurs de 267 instituts avec 4000 utilisateurs en Europe, et aux États-Unis 200, et en Asie 200 instituts et 1600 utilisateurs. Bien sûr, derrière, il y a des mathématiques assez compliquées. Voilà, le modèle standard tient en une seule ligne. Maintenant, on arrive, c'est ça la beauté aussi mathématique de la compréhension de toutes des 3 interactions faibles électromagnétiques et fortes. Elle est décrite en une seule ligne, c'est un Lagrangien. Donc le principe, c'est que ça correspond à un principe de moindre action. Et donc ce Lagrangien est égal à la somme de 4 termes. C'est une seule équation, hein, qui tient en 4 lignes, mais c'est une seule équation. Cette équation donc c'est la somme de 4 termes. Ici vous avez le terme qui correspond à l'énergie cinétique des champs des champs d'interaction, hein, des champs de force, et la manière dont les champs de force interagissent, les 3 forces interagissent entre elles. Ensuite ici vous avez la manière dont les particules de matière, décrites par psi, interagissent par l'intermédiaire des particules de force, ainsi que leur énergie cinétique. Ici, vous avez la manière dont les particules de matière interagissent avec le champ de Higgs, décrit par phi. Et ici, vous avez l'énergie cinétique du champ de Higgs et la manière dont il interagit avec les particules de force. Et enfin, vous avez l'énergie du vide lui-même
vide quantique, l'énergie du vide quantique liée au champ de Higgs. C'est un potentiel du vide quantique qui est décrit par un mécanisme instable, qui est ce fameux chapeau mexicain, et qui est lié à cette brisure de symétrie qui donne une masse à toutes les particules, à la fois les particules de force et les particules de matière. J'ai fait allusion au vide. Le vide en physique quantique n'est pas vide, c'est-à-dire c'est l'état d'énergie le plus faible, le plus petit, c'est l'état d'énergie des champs. Le vide, hein, c'est l'espace, le temps et les champs, c'est ce que vous avez lorsque vous avez enlevé toutes les particules réelles, mais il reste les champs quantiques, et les champs quantiques produisent et annihilent des particules virtuelles qu'on ne peut pas observer. Donc le vide est toujours plein de particules virtuelles, et ces particules virtuelles, à cause du champ de Higgs, et de particules virtuelles du champ de Higgs, donnent au vide une espèce de viscosité, et c'est ça qui est responsable de la masse des particules. En fait, lorsque l'univers était très 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 chaud, le champ de Higgs, qui est décrit par ici, donc l'énergie du vide, le champ de Higgs a une valeur moyenne non nulle dans le Higgs lorsque le vide quantique s'est refroidi. Au tout début, l'énergie du vide quantique était très grande lorsque l'univers était très chaud, et la valeur moyenne du champ de Higgs dans le vide, hein, je vous ai dit que c'était un nombre, mais c'est un nombre complexe, donc il y a une partie réelle et une partie imaginaire, la valeur moyenne était nulle. Lorsque l'univers s'est refroidi, eh bien l'énergie du vide quantique est tombée à une valeur beaucoup plus basse, mais la valeur moyenne du champ de Higgs a acquis une valeur non nulle, elle est tombée dans cette espèce de rigole. Donc vous voyez que la forme du potentiel de l'énergie du vide quantique, en fonction de la valeur moyenne, partie imaginaire, partie réelle du champ de Higgs dans le vide, a une forme d'un chapeau mexicain, et lorsque l'univers se refroidit, après une picoseconde, c'est-à-dire un millième de milliardième de seconde, eh bien l'énergie du vide tombe, et la valeur moyenne du champ de Higgs devient non nulle, et c'est ça qui est responsable de la viscosité du vide quantique. Donc le vide quantique devient une espèce de quasi-milieu. On connaît trois milieux, hein, les gaz, les liquides et les solides. Eh bien, le vide quantique, c'est un espèce de milieu qui subit une transition de phase dans les tout débuts de l'univers, et c'est à ce moment-là que les particules deviennent massives. C'est très voisin du phénomène de la supraconductivité. C'est un autre milieu, la supraconductivité, c'est un milieu, par exemple, l'étain, ou le cuivre, si vous le refroidissez suffisamment, il y a un moment où la résistivité disparaît. Et bien cette disparition de la résistivité, c'est un peu comme la disparition ici de l'énergie du vide, correspond tout à fait au même phénomène lié à une transition de phase. Donc je vous ai dit que toutes les trois interactions, les théories quantiques des champs relativistes, le modèle standard était décrit par une seule équation, même si elle tenait en 4 lignes, mais c'était une seule équation. Et bien la gravitation, elle tient dans une autre équation, donc c'était l'autre force, qui est l'équation d'Einstein, qui fait appel à la courbure de l'espace-temps, à l'énergie dans l'espace, dans l'univers, au tenseur d'impulsion d'énergie, et puis à ce qu'on appelle la constante cosmologique, ici décrite par lambda. Et pour l'instant, les deux équations que j'ai décrites, que j'ai montrées, sont irréconciliables, mais on se demande quand même si cette constante cosmologique n'est pas liée à l'énergie du vide quantique, puisque je vous ai dit que le vide quantique était plein de particules virtuelles. Eh bien, on aurait peut-être ici la densité d'énergie dans le réel, en termes de particules réelles. Ici, pardon, la courbure de l'espace-temps. Ici, la densité d'énergie liée au monde réel. Et ici, la densité d'énergie liée au monde virtuel, c'est-à-dire au vide quantique. Mais pour l'instant, ces théories n'ont pas encore débouché. Donc la question, c'est de savoir si l'énergie noire, l'énergie du vide quantique, n'est pas la constante cosmologique, puisqu'il semble bien qu'on observe aujourd'hui une énergie du vide quantique résiduel qui est responsable de l'expansion accélérée qui a l'air de gouverner très largement le futur de notre univers, puisque cette énergie représente actuellement 75%, l'énergie de la constante cosmologique ou l'énergie du vide quantique, de l'énergie totale dans l'univers. Et donc maintenant, je vais essayer de connecter ces découvertes-là, justement, j'ai commencé déjà un petit peu, à la compréhension de l'univers primordial. Alors, comme l'a dit Bernard Lellard, c'est vrai qu'avec des accélérateurs, et je vais essayer de vous montrer pourquoi, on reconstitue un peu comment était l'univers il y a très longtemps, il y a des milliards d'années.
En effet, on observe actuellement la fuite des galaxies, aussi loin qu'on regarde, l'univers s'étend, c'est l'espace lui-même qui s'étend, il a l'air même de s'étendre de manière accélérée. Et donc, lorsqu'on remonte dans l'histoire de l'univers, lorsqu'on regarde loin, on voit l'univers, lorsqu'on regarde loin, on voit l'univers tel qu'il était il y a longtemps, hein, puisque la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Par exemple, lorsqu'on regarde le Soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Il est à 150 millions de kilomètres, c'est à peu près 8 minutes de temps de voyage de la lumière. Lorsqu'on regarde vers le centre de la galaxie, on voit les étoiles telles qu'elles étaient il y a des dizaines de milliers d'années. Et lorsqu'on regarde avec des télescopes encore plus grands, on arrive à regarder jusqu'à l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Et donc, plus on regarde loin, plus on voit l'univers tel qu'il était il y a longtemps. Et dans le passé, l'univers était plus dense, puisque l'univers se dilate, il était plus dense, et donc un peu en utilisant la loi des gaz, lorsqu'on comprime, il était plus chaud. Et donc les éléments eux-mêmes de l'univers étaient, plus on remonte loin, plus c'était chaud, et donc les structures finalement étaient décomposées il y a très longtemps, puisqu'on arrive à remonter à une histoire où l'univers a une température plus grande que des électronvolts, et donc à ce moment-là les atomes étaient décomposés. On voit d'ailleurs l'univers tel qu'il était au moment où les atomes se sont formés, et donc au moment où ils étaient décomposés. C'est la carte du rayonnement fossile. Au-delà, l'univers était un plasma lorsque les atomes étaient décomposés, donc on n'arrive pas à regarder plus loin que ça. C'est la fameuse carte du rayonnement fossile de Planck, par exemple. Mais on sait qu'il était encore plus chaud avant, et si on remonte encore, les noyaux eux-mêmes étaient décomposés, et à la fin, si on remonte encore plus, l'univers était une soupe de particules en collision comme les collisions que l'on fabrique avec les collisions proton-proton, qui sont finalement des collisions quark-quark, ou gluon-gluon. Et donc on a deux manières d'accéder à l'univers primordial, soit en regardant très loin, avec les télescopes, soit en regardant très près avec les accélérateurs. Et l'homme essaye de rechercher, ici vous en voyez un, Jean-Pierre Martin, là, qui est en train de regarder des deux côtés, à la fois le très grand et le très petit. Donc le très grand, c'est le télescope spatial, le Hubble, qui regarde très loin. C'est également Planck, qui regarde encore plus loin. C'est aussi des télescopes au sol. Les accélérateurs, eh bien, on peut considérer que le LHC, c'est un super microscope par la mécanique quantique. Hein, plus vous les regardez avec une meilleure résolution, plus il vous faut une grande énergie. La lumière permet de faire des microscopes avec une résolution voisine de la longueur d'onde de la lumière. Avec les microscopes à électrons, eh bien, vous accélérez des électrons et vous voyez déjà plus loin, enfin avec une meilleure résolution. Et avec le LHC, vous voyez avec encore une meilleure résolution. Et puis en faisant ces collisions proton-proton, vous étudiez les lois de la physique juste après le Big Bang, et vous augmentez la symbiose entre la physique des particules, l'astrophysique et la cosmologie, d'où la phrase « on travaille pour vous », au CERN, on travaille pour les astronomes, pour comprendre l'univers tel qu'il était il y a très longtemps. Et effectivement, le LHC explore la physique telle qu'elle était, donc la physique de l'univers telle qu'elle était il y a très longtemps, il y a environ 15 milliards d'années, 13 milliards d'années, lorsque l'univers avait un âge d'environ une picoseconde, c'est-à-dire un millième de milliardième de seconde après le Big Bang. Je vous redécrirai ça de manière plus précise. Et le modèle standard a l'air de marcher tellement bien qu'on essaye d'extrapoler, même plus loin, en utilisant le modèle standard, pour aller à des énergies encore plus grandes, et donc remonter à une température plus grande de l'univers, et on pense pouvoir extrapoler presque jusqu'au moment de l'inflation, où là, bien sûr, on n'est pas très sûr de ce qui se passe. Et lorsqu'on extrapole, il semble que le mouvement va vers une unification de plus en plus grande des interactions les unes avec les autres. Déjà, au niveau du LHC, à 100 gigaélectronvolts, eh bien, l'interaction électromagnétique, qui elle-même était le fruit de l'unification de l'électricité et du magnétisme, semble s'unifier complètement à l'interaction faible. Je vous avais parlé de l'interaction électromagnétique, le photon, et l'interaction faible, le boson intermédiaire. Eh bien, lorsqu'on remonte à plus de 1000 GeV, c'est-à-dire lorsque la température était plus grande que 1000 GeV, 1000 gigaélectronvolts, donc 1000 milliards d'électronvolts, eh bien, l'interaction électromagnétique et faible sont absolument indifférenciables. Et donc, les bosons intermédiaires et les photons sont indifférenciables.
Et si on remonte à 10 puissance 15 GeV, on pense que probablement l'interaction forte aussi devrait devenir encore un différentiel avec l'interaction électromagnétique est faible. Et ça, c'est le fameux moment de l'inflation. Et c'est peut-être juste après l'inflation que la différenciation a commencé, jusqu'à finalement arriver à une différenciation au niveau des températures que l'on reproduit à LHC et au moment où les particules acquièrent une masse. Et peut-être qu'à 10 puissance 19 GeV, l'énergie de Planck, eh bien, la gravitation, qui est déjà elle-même l'unification de gravité terrestre et céleste, viendra s'unifier aux autres interactions. C'est ce qu'on appelle une espèce de monisme, c'est-à-dire qu'on arriverait vers une seule particule, une seule force, vers les très hautes températures, et au cours du refroidissement de l'univers, petit à petit, la différenciation entre gravitation et grande unification, l'interaction forte et l'interaction électrofaible, puis l'électrofaible en interaction électromagnétique est faible, petit à petit, les forces se différencieraient et les particules se différencieraient. Quand je vous disais qu'on a vraiment des mini-Big Bang, voilà une collision proton-proton, ça c'est les premières collisions de CERN en 2010, ça ressemble quand même à un mini-Big Bang. Et voilà une collision plomb-plomb qui est quand même très spectaculaire, il y a des milliers de particules qui sortent de là. Et donc voilà maintenant l'histoire de l'univers tel qu'on peut la retracer à la lumière de ces découvertes qu'on a dans le monde des particules. On pense que probablement tout a démarré par une période d'inflation vertigineuse qui est liée à une fluctuation quantique du vide. De l'énergie à transformer une fluctuation quantique du vide en une soupe de particules. Donc au début, cette énergie a d'abord dilaté l'espace, et c'est le moment où l'espace et le temps se sont créés. Donc une très grande dilatation exponentielle qu'on appelle l'inflation. Cette énergie ensuite s'est transformée, après un milliardième de seconde, s'est transformée en une soupe de particules. C'est des soupes de particules quasiment indifférenciables, comme je vous l'ai dit, qui interagissent entre elles par un seul type d'interaction. Après environ un millième de milliardième de seconde, une picoseconde, intervient le mécanisme de Browne-Tanguler-Higgs, donc une transition de phase du vide quantique, qui fait que les particules deviennent massives et que la lumière devient ce que la lumière est, c'est-à-dire la lumière naît à partir de ce moment-là et se distingue des particules qui deviennent massives. Cette soupe de particules contient d'ailleurs en soi elle n'est pas complètement homogène, elle contient des petits grumeaux. Et ces grumeaux, on va les retrouver un peu plus tard. Après une microseconde, les quarks se regroupent en protons et en neutrons. Après quelques minutes, les protons et les neutrons se regroupent en noyaux. Et après environ 400 000 ans, les noyaux et les électrons se regroupent en atomes. Et on arrive, à partir de ce moment-là, on n'a plus un plasma, on a un univers électriquement neutre, parce que les atomes sont neutres. Et donc la lumière peut se transporter et voyager sur des distances considérables. Et on arrive à la voir aujourd'hui. Cette lumière, c'est la lumière du rayonnement fossile, dans laquelle on voit effectivement la trace de la formation des atomes, la température à laquelle ils se sont formés, même si ça a été dilaté par la dilatation de l'espace. Une carte très uniforme, mais on voit quand même dessus des petits grumeaux. Et ce sont ces grumeaux qui vont être responsables par la suite, sous l'effet de la gravitation, après des âges sombres, des premières étoiles qui apparaissent après 400 millions d'années et des premières galaxies. Et ensuite, la constitution de ces galaxies en superamas de galaxies qu'on arrive ensuite à détecter. Donc la gravitation ralentit l'expansion de l'univers au début, et puis maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a de nouveau une accélération de cette expansion, et ça va s'accélérer de plus en plus, liée probablement à l'énergie noire, peut-être à l'énergie du vide quantique, qui réaccélère à nouveau l'expansion de l'univers. Ces grumeaux, donc on pense que c'est lié aux fluctuations quantiques du vide primordial lors de l'inflation, qui se sont imprimés sur cette carte du rayonnement à 3 degrés que l'on peut voir, et qui ensuite vont constituer tous les objets que l'on connaît. Donc non seulement on sait qu'on est des poussières d'étoiles, mais il semblerait qu'on soit né de fluctuations quantiques du vide. Ce qui est quand même un récit qui change un peu la donne par rapport à ce qu'on était avant. On pense que cette inflation est probablement liée à ce qu'on appelle un champ scalaire voisin du champ de Higgs, très proche du champ de Higgs,
peut-être le champ de Higgs lui-même, c'est l'objet de controverses scientifiques. Voilà la carte donc, du rayonnement à 3 degrés dont je vous ai parlé, la dernière carte de Planck, sur lesquelles on voit des inhomogénéités qui sont de quelques millionièmes, hein, c'est des très très petites différences. Les reflets de ces fluctuations quantiques ont l'air d'être invariants d'échelle, d'ailleurs, quelle que soit la résolution à laquelle vous regardez cette carte, vous voyez à peu près le même genre de choses, et qui ont donné ensuite les grumeaux que sont nos galaxies. Donc l'inflation, eh bien l'inflation, ce serait des fluctuations quantiques primordiales. Il y a eu une époque où ces fluctuations ont introduit une expansion accélérée avant que les interactions se différencient, avant que les particules deviennent massives et que la lumière soit. Et maintenant, donc, on arrive à raconter une histoire qui part des fluctuations quantiques du vide, et sous l'effet de la gravitation, tout va se structurer, et on peut simuler quasiment l'univers, simuler l'univers, et c'est l'effet de la gravitation, jusqu'à former ces filaments et ces grands amas qui semblent coller tout à fait bien avec l'univers qu'on observe aujourd'hui. Donc on a l'impression qu'on a tout compris, sauf que quand même il y a des coïncidences miraculeuses dans l'évolution de l'univers, parce comme on arrive à faire une espèce de simulation de l'univers, on peut s'amuser à changer un peu les paramètres, hein, l'intensité de l'interaction électromagnétique, l'intensité de l'interaction faible, la masse du proton, la masse de l'électron, et tout est transformé à ce moment-là, et rien n'est pareil si on change un quelconque de ces paramètres. Et donc quelle est la part du miracle de coïncidence numérique? Quelle est la part de loi que l'on ignore et qui permettrait de décrire pourquoi ces paramètres sont ce qu'ils sont? Ça reste un objet de controverse, mais disons que ça fait penser quand même un petit peu maintenant, il ressort ce que vous avez entendu sans doute. Je vous ai dit qu'on était sans doute issu d'une fluctuation quantique du vide. Pourquoi il n'y aurait pas eu d'autres fluctuations quantiques du vide avant et des fluctuations du vide quantique ailleurs qui auraient donné naissance à d'autres bulles? Et donc la théorie des multivers, avec l'histoire de notre univers, semble de plus en plus attrayante. Et à ce moment-là, on commence à réfléchir à des possibilités, un peu comme il y a des milliards de planètes dans l'univers, et que nous, on est dans une de ces planètes qui a permis l'apparition de la vie. Toutes les autres planètes ont des diversités, sont très diverses. Probablement, il est apparu peut-être la vie ailleurs. Mais il faut une bonne conjoncture pour que la vie apparaisse sur les planètes, et c'est un événement improbable. Peut-être qu'on est dans une bulle univers qui est une des bulles qui a pu pouvoir apparaître la complexité jusqu'à la vie. Il y a peut-être d'autres bulles où ça s'est développé de manière peut-être même plus avancée, et peut-être un tas d'autres bulles stériles, un peu comme il y a des milliards de planètes qui sont stériles, même si elles ont développé des traits très, très particuliers. Et donc ce sujet de savoir dans quelle mesure ce qu'on observe est dû à des lois qu'on ne connaîtrait pas ou dû à du hasard est une des grandes questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Hein. Là, vous avez encore de nouveau l'histoire de l'univers avec l'inflation primordiale, ralentissement d'expansion, et puis de nouveau cette expansion. Là, donc les grandes énigmes, ben, vous les voyez ici. Hein. Je vous ai dit que l'énergie noire l'énergie du vide quantique semblait constituer l'essentiel du contenu énergétique de notre univers, mais pas seulement ça, la matière ordinaire ne contient que 4%, 4,5%, et il semble qu'il y ait un type de matière qui n'est pas fait des quarks et des électrons dont je vous ai parlé, qui fait d'autres choses, on ne sait pas de quoi, d'autres particules, et qui contribuera à 23%, donc 5% connus, 23% de matière non connue, et puis une forme d'énergie non connue. Ça fait quand même beaucoup de questions. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette matière sombre? Qu'est-ce que c'est que cette énergie sombre? Où est passée l'antimatière? Puisqu'on parle de rayonnement, c'est étonnant, le rayonnement se transforme aussi bien en particules qu'en antiparticules. Au LHC, on fabrique autant de particules que d'antiparticules. Comment se fait-il que les antiparticules aient disparu, alors qu'on arrive à fabriquer au CERN des antiprotons, des antiélectrons? On arrive même à les mettre ensemble et à fabriquer des antihydrogènes. Et les atomes d'antihydrogène, on arrive à les stocker et à regarder leur ray spectroscopique, tout à l'heure d'être pareil que l'hydrogène. Donc c'est étonnant que l'antimatière ait disparu. Pourtant, aussi loin qu'on regarde, on ne voit pas d'anti-étoile ni d'anti-galaxie. Et puis on a aussi les neutrinos dont on n'est pas sûr que leur masse extrêmement faible, est-ce que leur masse extrêmement faible est liée au même mécanisme que la masse des autres particules? C'est encore une question qui est l'objet de controverses scientifiques. Je vous ai dit qu'on ne sait pas traiter la gravité de manière quantique.
Et puis, quelle est la part du hasard, quelle est la part de la nécessité dans l'émergence de toutes ces structures. Je veux dire par là, quelle est la part des coïncidences numériques et quelle est la part de lois que l'on ne connaît pas qui pourraient décrire les traits, les valeurs, des constantes des interactions dont on ne sait pas actuellement à quoi elles sont dues. Donc tout ça, ça fait beaucoup de questions et on peut se demander si on n'est pas à l'aube d'une nouvelle révolution. Et donc avant de parler et de terminer sur le futur, donc la prochaine machine auquel on pense, le futur du CERN d'abord avec le futur du LHC et puis le futur éventuellement les prochaines machines au-delà, je voudrais encore vous décrire un tout petit peu le modèle du CERN et la manière dont il fonctionne, encore en ayant en vue peut-être que ça pourrait servir comme modèle pour d'autres aventures humaines. Le CERN est né juste après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à des visionnaires qui étaient à la fois des diplomates, des politiques et des scientifiques, qui ont imaginé de reconstruire l'Europe scientifique dévastée après la guerre pour essayer de rivaliser avec les États-Unis et l'URSS qui dominaient à ce moment-là. Et on savait bien qu'il fallait mettre les pays européens ensemble, une part pour ressouder l'Europe, et d'autre part pour pouvoir être capables ensemble de construire des machines qui puissent rivaliser avec celles existantes dans le reste du monde. Donc, dès le départ, les fondateurs avaient imaginé un modèle dans lequel le CERN aurait une quadruple mission de la recherche scientifique, de l'innovation, de l'éducation, et rassembler, même par-delà l'Europe, puisqu'il n'y avait pas de limite dans l'adhésion au CERN. Et ces missions, il a fallu 50 ans, mais maintenant, je pense qu'effectivement, le CERN est la capitale mondiale de la physique des particules. Et les Américains considèrent que la frontière haute énergie est au CERN, c'est leur laboratoire. L'Asie aussi considère la même chose. Donc les missions, repousser les frontières des connaissances, les secrets du Big Bang, à quoi ressemblait la matière dans les tout premiers instants de l'existence de l'univers, c'est ce que je vous ai décrit jusque-là, dans la première partie. Développer de nouvelles technologies, je vous ai dit que le web est né au CERN pour faire travailler les gens ensemble, pour susciter la créativité, que chacun sache qu'est-ce qui se passe, partager l'information et apporter des idées. La grille, c'était pour pouvoir mettre ensemble tous les calculateurs pour traiter l'information et que chacun, qu'il soit en Inde ou aux États-Unis, ait le même accès aux données et aux calculs sans savoir où sont les données ou où est le calcul. Ça a des applications, le web et la grille ont des applications et les accélérateurs ont des accélérations des applications dans la médecine, dans le diagnostic et dans la thérapie, je reviendrai là-dessus. Former les scientifiques et les ingénieurs de demain, à la fois donc les profs de physique, les jeunes, les ingénieurs, et rassembler des personnes de différentes nations et de cultures, j'y reviendrai. Donc innovation, comme je vous l'ai dit, les points d'excellence du CERN, c'est les accélérateurs, c'est le traitement des données et c'est l'imagerie. Et bien sûr, ça peut servir, les accélérateurs par exemple, au traitement du cancer, de tumeurs, pour détruire des tumeurs dans le cerveau. On s'en sert déjà avec la protonthérapie pour détruire des tumeurs dans les yeux. Mais maintenant, on pense à des faisceaux qui permettent d'accéder à des tumeurs dans le cerveau et qui permettent de détruire la tumeur localement sans irradier le reste du cerveau. Et ça a l'air d'être très prometteur. L'imagerie, eh bien, avec les mêmes détecteurs qu'au LHC, on fait maintenant de l'imagerie non plus par photo, mais par des pixels de silicium très rapides. C'est un peu comme des caméras pixels, CCD, mais qui sont extrêmement rapides. Et ça permet avec des doses extrêmement sensibles, donc avec des doses très petites, de faire une imagerie médicale. C'est de plus en plus utilisé dans les hôpitaux. Et enfin, la grille de calcul, comme je vous l'ai dit, a donné naissance au cloud computing et de plus en plus utilisé par tout ce qui est big data. Énormément d'innovations sur ces systèmes ouverts ont été stimulées par le CERN. Là, j'en ai fait une liste non exhaustive. Les écrans tactiles dans les années 70, le web en 90, les logiciels